On a endossé notre plus bel habit du bouffon vert pour parler d'un cas critique, celui d'Aston Martin aujourd'hui. Grand débat consacré à cette écurie, ses promesses et sa réalité. C'est à peu près le décalage dont on va parler bien sûr aujourd'hui avec Hamza Rahmani et avec Brice Germain, nos deux amis, encore une fois présents ce joli mercredi. On n'a pas de Formule 1 ce week-end, donc là on va pouvoir prendre un petit peu le temps pour parler un peu d'actu. Ça va les gars? Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je n'ai pas de Formule, j'ai pas de Formule Auto ce week-end, c'est très bien. T'as dit nos deux amis. Est-ce qu'on ferait pas un point? Un point là-dessus? Sur ce que tu en as fait en octobre l'année dernière sur est-ce qu'on était amis ou pas? Ah, est-ce que vous êtes devenus amis les gars? Je sais pas de quoi tu parles. Ah d'accord, je suis tout seul. Non mais oui, j'ai mis du temps aussi, mais c'était... Il a dit nos deux amis. Oui. Nos deux amis. Ah, sommes-nous amis? Mais pourquoi cette question? C'est parce qu'il a dit nos deux amis. Bon, laisse tomber, c'est Kata. C'est le vrai débat. Ce serait le vrai débat aujourd'hui. Et ça a fait 15 000 vues sur un reel, j'ai pas compris gros. J'attends avec impatience. D'accord. Putain, mais c'est pas possible. J'attends avec impatience les commentaires de c'est vrai que ça se voit qu'ils se détestent vraiment. ça reste ma blague. Ça, c'est des gens perspicaces. Alors, moi, je les classe dans la même catégorie de ceux qui pensent qu'Antonelli était 14e à Imola et que ça le juge avec ma carrière. 17, je sais plus ce que j'ai dit. Exactement, ça va toujours plus. Ou les gens qui t'arrêtent dans la rue qui disent mais Brice, Hamza, ils se détestent vraiment. Et donc, dans la rue je te jure que les gens avec qui je discute des pistolets. Manu, moi, j'ai une question. Non, mais c'est vrai, je te jure. Mais généralement, ça vient, c'est la deuxième ou troisième question. Le 4-4 de Denis, je m'en fous. Ouais, c'est. Ah, salut, ça va? Je m'en fous. J'adore ce que vous faites, machin, je dirais à l'équipe. Et Hamza et Brice, ils s'aiment bien ou. Quelle incroyable imposture. C'est quand même assez génial tout ça. Les gars. Est-ce qu'on s'entend mieux qu'Alonso et Stroll? Ah, oh, ça a l'air de bien se passer. Est-ce que c'est le même genre d'hypocrisie? Je sais pas. Lance is the best driver. Ouais, ça il en fait toujours un petit peu trop. On va décanter ce débat les gars en deux questions, deux parties. On va d'abord interroger le projet Aston Martin pour évoquer justement est-ce que vous croyez à ce projet d'avenir. On va beaucoup parler d'avenir avec Aston Martin. Faut-il déjà sacrifier cette année 2025 et se projeter pour 2026? Est-ce que l'arrivée d'Adrian Newey, l'arrivée aussi du moteur Honda pour vous, vont résoudre tous les maux d'Aston Martin. Et puis dans la deuxième partie, on parlera des pilotes. Fernando Alonso est-il cuit? Lance Stroll doit-il garder sa place chez Aston Martin? Et faut-il absolument aller chercher Max Verstappen? Est-ce qu'Aston Martin peut convaincre le néerlandais de rejoindre ce beau projet? Les gars, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le débat Aston Martin en 2025. Est-ce que le projet est déjà sacrifié? Regardez plutôt avec le petit récap, le petit tableau, le récap des faits. On avait quitté Aston Martin en 2024 sur une lente agonie. On rappelle que cette équipe n'avait pas apporté de réel développement. Il y avait bien sûr des pièces que ça avait obligatoires par rapport à certaines spécificités de certains circuits, l'aileron arrière par exemple du côté de Monza, mais il n'y avait pas eu de réel développement fait sur cette voiture parce qu'à l'époque on se concentrait déjà sur 2025. La nouvelle usine de Silverstone, ça y est, elle est finalisée, elle est ouverte, elle n'est pas encore exploitée à sa pleine capacité, mais depuis quelques semaines en tout cas, les équipes de Aston Martin s'y sont installées et y ont mis leur quartier général. Encore un remaniement, c'est aussi l'histoire de la saison 2024 avec Andy Cowell qui a pris la suite de Mike Crack à la direction de l'écurie. Andy Cowell, l'ancien bien sûr chef des moteurs de Mercedes, qui était le grand patron d'Aston Martin, qui est redescendu un peu d'un cran. L'arrivée d'Adrian Newey, on en a parlé, et puis l'arrivée aussi, on en parle un petit peu moins, de Cardile, l'ancien de chez Ferrari, qui est dans une période on va dire de jardinage, mais qui devrait arriver et devrait participer à cette grande révolution. Mais avec ce remaniement, ce projet a pris du plomb dans l'aile, en tout cas pour 2025. Dernière force de ce début de saison. Je l'ai mis comme ça de manière... j'aurais pu mettre un point d'interrogation, c'est ça que je voulais dire. Faut-il déjà, les gars, tout abandonner pour 2026 ? Peut-on encore avoir confiance dans ce projet à moyen ou long terme? Voilà les premières questions qu'on va se poser concernant Aston. Moi, j'ai jamais eu confiance dans ce projet. Ouais. C'est vrai? Tu n'y as jamais cru? Non, parce que j'ai le sentiment de voir les mêmes choses depuis Racing Point et Force India, à savoir, il y a un moment où on trouve quelque chose, ça marche, et pour qu'on retrouve quelque chose, il faut attendre 3 ans. J'ai pas le sentiment d'avoir un développement continu dans une direction qui ferait qu'on aurait trouvé quelque chose et qu'on l'aurait compris. Et tu parles là, tu parles de développement de la voiture ou du projet? En fait, il y a énormément de remaniements tout le temps, énormément de prise de décision tout le temps, comme une sorte d'impatience au succès
qui ne mènent pas au succès. Ça me rappelle un peu Ferrari quand ils changeaient de board tout le temps parce qu'il y avait cette pression populaire de on est 2e ou 3e au championnat et on n'y arrive pas. Et au final, les directeurs d'écurie sautent, quitte à perdre en fait l'ADN de Ferrari. Là, c'est pas pareil parce que de l'ADN, il n'y en a pas énormément. Aston Martin. C'est un projet namé Aston Martin, mais à la base, c'est quand même cette écurie-là qui était Force India qui est restée quand même dans ce giron-là. Il y a les moyens, par contre, d'Aston Martin. Les moyens qui ont été mis. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sur un cap où on sait exactement, en janvier 2025, on doit en être là, en mars, on doit en être là, en juin, on doit en être là? Je crois pas, et le symptôme de tout ça, effectivement, c'est l'usine, à mon sens. L'usine, aujourd'hui, tout est travaillé dans 2 souffleries différentes. Oui. Je trouve ça aberrant. Après, c'est la transition, on va dire. Ouais, mais alors justement, est-ce que tu peux pas continuer à utiliser ton outil, même s'il est vieux, pendant un temps, plutôt que de faire des comparatifs? Je crois que c'est Andy Cowell qui avait dit une phrase qui était très bien. Il dit c'est le problème d'avoir 2 montres et il n'y en a pas une qui dit la bonne heure, du coup. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Tu sais plus l'heure qu'il est. Et du coup, quand tu dois développer quelque chose, surtout pour 2026, alors ok, ils vont se débarrasser relativement vite de l'ancienne soufflerie, mais à l'heure actuelle, ils comprennent pas les décorrélations entre soufflerie et piste. Si l'outil que tu fais n'est pas fiable pour la piste, tu te retrouves avec, au final, ce qu'a fait Mercedes pendant 3 ans, mais avec des gens au sein de chez Mercedes qui avaient quand même un passif de succès différent. Là, on a une espèce de réunion des Avengers potentielle avec des gens qui n'ont jamais bossé ensemble. On a cette affaire de Dan Fallows qui part pour Aston Martin pour devenir le nouveau Adrian Newey. Adrian Newey se pointe. Et remplace Dan Fallows, qui est placardisé. T'as un peu ce sentiment de précipitation vers le succès qui, du coup, dans un sport comme la Formule 1, en fait, te mène à l'inverse, quoi. Je te donne la parole tout de suite, Hamza, mais juste pour apporter les précisions justement concernant l'utilisation des 2 souffleries. Andy Cowell s'est exprimé, c'était en conférence de presse jeudi, juste avant le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors c'est la slide 6, mon Polo, excuse-moi, parce que on part un petit peu dans le désordre. C'est pas... voilà. On va y arriver. Il dit depuis le week-end c'est exactement celle-ci, bravo mon Polo. Depuis le week-end de Melbourne, la soufflerie est utilisée. On s'en sert à la fois pour le développement aéro 2026 et 2025. On a effectué la transition vers cette soufflerie et du matériel commence à sortir. On en verra arriver en piste dans les prochaines courses. Ce nouvel outil nous a ouvert les yeux sur certaines caractéristiques et ensuite, il faut faire le travail. On est dans ce processus, on profite du nouvel outil et on a hâte d'en faire une voiture de course plus rapide. Ce qui explique aussi en parallèle Andy Cowell, c'est qu'en fait, l'outil qu'ils utilisent jusqu'à présent pour la soufflerie et la CFD, eh bien ils voient justement qu'il y a un manque de corrélation entre ce qui se passe sur la piste et ce qu'ils peuvent analyser justement dans les données, et que ce problème-là, ça c'est quand même un point positif, ils ne le retrouvent pas notamment dans la nouvelle soufflerie qu'ils ne peuvent pas exploiter bien sûr à leur plein potentiel. Est-ce que justement toi Hamza, tu partages l'avis de Brice sur la perception de ce projet Aston Martin? Moi j'avoue qu'en début 2023 je me disais, et en voyant les investissements qui ont été faits par la suite, il y avait quand même ce projet d'avenir. Début 2023. Oui, ça commence à remonter. Aujourd'hui, on est à début 2025 et j'ai l'impression qu'on en est au même point que début 2023. T'avais 2 ans. Sans les résultats. Hein. 2 ans pour... Non, mais même pour le projet 2026, la nouvelle usine, voilà. Partons de ce postulat-là. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai la sensation qu'Aston Martin a perdu 2 ans. 2 ans durant lesquels l'écurie aurait pu prendre de l'avance, alors au-delà de la construction des infrastructures qui manifestement est finalisée, ou presque. Mais je rejoins Brice sur le côté instabilité devenue chronique au sein de cette structure. Comment veux-tu donner les clés à un homme, et là on en revient un peu à ce qu'on disait avec Alpine, ces dernières années. Les 18 sont énormes. 18 mois, c'est insuffisant pour Otmar Sassenauer. 6 mois, c'est insuffisant pour n'importe qui. 12 mois, c'est insuffisant pour n'importe qui. Et là, tu te retrouves malheureusement chez Aston Martin avec un projet, alors je ne vais pas dire qu'il est mort-né, parce qu'après tout, on ne sait pas. Mais j'étais très emballé il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis inquiet pour ne pas dire pessimiste. Parce que les problèmes que l'on a depuis des années sur la piste, donc là je parle du projet actuel, n'ont toujours pas été résolus, à savoir une voiture performante en début de saison qui ne le devient plus. Pourquoi ? On n'en sait rien. Alonso jouait des victoires début 2023.
Monaco. Ouais. Alonso jouait des victoires début 2023. Fin de saison, il est beaucoup plus long. Aston Martin jouait des gros points quand même en début de saison 2024. Ça tournait autour de la 5e, 6e, 4e, 7e place. À partir de la mi-saison, c'est devenu une écurie qui luttait pour passer Q1, limite. Si je dois caricaturer. Et aujourd'hui, c'est pire. Ouais, T'as plus la voiture qui performe pour les points. Où tu finiras, j'en sais rien. Alors peut-être qu'ils ont tout mis sur 2026. Mais le problème, c'est que tout mettre sur 2026, si tu changes encore dans 3 mois d'éléments, tu apportes machin chouette de Red Bull, celui-là de Ferrari, celui-là de Oui, Mercedes, c'est pas dit que la grève prenne, de c'est ça que Renault. tu veux dire. Mais ça demande du temps. Tu parlais tout à l'heure, Brice, de réunion des Avengers. T'as besoin de temps. Enfin, c'est pas en assemblant les plus grands noms que tout de suite ça va marcher. C'est une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler, de nouvelles demandes, de nouvelles spécificités. Tu peux pas arriver début 2026 en te disant je claque des doigts, Adrien Newey est arrivé, il va nous pondre une merveille. Alors paraît-il, il va pas bosser du tout sur 2025. Oui. Après tout, pourquoi pas, parce que de toute façon la voiture semble être une épave, donc tu vas pas réussir, si c'est pour l'amener à se battre pour des Q2 ou des Q3, aucun intérêt. Mais effectivement, j'en arrive à un point assez inquiet où le projet 2026, je ne sais pas si j'y crois plus, mais j'y crois beaucoup moins. 102 points en 2023 après 5 courses. Dans tous les cas, il y avait une course au sprint, je précise. Ouais. 102 points en 2023, 40 en 2024, 10. 20. Ah oui, pardon. Non, 10. 10, pardon, Stroll. 10. En 2025, ouais. 10 en 2025. Ouais, c'est fou. Ça fait mal. Hein. Vous avez beaucoup insisté, les gars, sur cette notion de remaniement. De changer systématiquement, bien sûr, de board, de cadre technique. On se rappelle qu'on avait fait une émission sur le sujet Aston Martin, c'était en 2021, si je dis pas de bêtises. C'est quoi le projet ? Ouais, c'était ça exactement, où on avait exhumé une citation d'Otmar Safnauer, alors qui n'est pas parti en bon terme bien sûr avec la famille Stroll, mais qui parlait du règne de la terreur, le management par la terreur en tout cas, de Lawrence Stroll notamment, qui met beaucoup de pression sur ses équipes, qui laisse très très peu de temps. Ça peut être aussi bien sûr l'une des explications aux mots que vous venez d'expliquer. Tu évoquais le fait d'avoir du temps, lui il en a peu, c'est Fernando Alonso, et qui parle justement du fait de sacrifier 2025. Alonso, on va en parler dans un deuxième temps, mais sur la situation déjà d'Aston Martin en 2025. Fernando Alonso disait en conférence de presse encore une fois jeudi, lors des 4 premiers Grands Prix, les virages à basse vitesse étaient probablement notre point faible. Bon, ça veut dire que pour Monaco 2025, on oublie. Mais il y a aussi... qui croient que vous y croyez tous les ans. Mais il y a aussi des problèmes de rebond et d'autres choses auxquelles nous sommes confrontés. En Formule 1, il n'y a jamais assez de solutions rapides pour résoudre les problèmes. Les concurrents sont forts, ils améliorent aussi leur voiture. Je ne pense pas que les résultats que nous voyons aujourd'hui soient très différents entre ceux d'Abu Dhabi et ceux des 4 premières courses. En fin de compte, c'est à Adrian de décider. Il sait ce qui est le mieux et je pense qu'il ne travaille que sur 2026. Donc s'il décide de sacrifier 2025, je le soutiens totalement. Faut quand même dire que l'arrivée d'Adrian Newey, c'est peut-être le dernier truc qui permet à Alonso de rester motivé pour la suite. Pense, ouais. Parce que là... Et de Honda peut-être. Ouais, et encore que Honda, il y a des rumeurs sur le paddock... Plus Newey, je pense. Parce que il y a des rumeurs sur le paddock comme quoi Red Bull, du coup, voudrait potentiellement, finalement, re-signer avec Honda, parce que, voyant peut-être le bordel que ça prend avec Ford, il faudrait peut-être re-signer avec Honda, et du coup, l'avantage d'être un motoriste unique pour une écurie, il est perdu. Ah, voilà, super. Tu vois ? Donc, il y a Honda, mais Honda, c'est... Ouais, après... Et puis, c'est un élément qui est pas interne, quand même, Honda, tu vois. Les potentiels... Il faut l'intégrer aussi, non, ce je suis moteur. pas d'accord avec Brice, parce que les potentielles négociations, si jamais tu repars sur une prolongation, quoi qu'il arrive aujourd'hui, Honda, aujourd'hui, sera le seul motoriste pour une écurie, en l'occurrence Aston Martin. Ce qui veut dire que Aston Martin et Honda sont comme ça, main dans la main, pour bâtir une écurie compétitive autour du moteur Honda, c'est pas ce qui est mais dit, qui serait greffée, si tu veux, sur la Aston Martin. Si demain Red Bull arrive, dans 3 mois, on prolonge le contrat, en attendant, il y aurait eu des mois de travail, justement. Donc pour moi, ce sera plus à Red Bull de s'adapter que l'inverse. Il n'y a pas une écurie qui avait un motoriste unique et qui ne greffait pas bien son moteur au sein de son châssis ? Enstone, pardon. Non, mais attends, McLaren et Honda aussi, hein. Oui, voilà. En fait, c'est la théorie, ça.
Et qui te dit que les ingénieurs chez Aston Martin, ils vont être contents de l'architecture du moteur Honda, surtout que c'est un nouveau moteur, puisque du coup, on fait une révolution de moteur. C'est pas dit, hein. Mais c'est plus facile de C'est plus facile, mais travailler encore dans une fois- ces conditions que de travailler pour un Honda qui Mais Red fournit 3 écuries différentes. Red Bull en 2021, alors ça s'est très bien passé, mais il gueulait. Enfin, Red Bull et Honda, ça gueulait parce que justement, on se disait, la manière dont l'architecture a été faite risque d'être très peu fiable pour le moteur. Au final, ça s'est très bien passé, mais au début de saison, il y avait des grosses inquiétudes. Tant que tu sais pas ton moteur et ta voiture et que c'est les mêmes personnes qui bossent ensemble, c'est toujours un peu. Mais dans la conception, dans les Je suis mois d'accord. qui vont Oui, bien sûr. amener la C'est voiture, théorique. c'est théorique, mais t'es obligé de bosser sur la théorie Ah ouais, avant de bien sûr. l'amener sur la piste. Donc c'est plus facile, je pense, dans En tout cet cas, ordre. il y en a un qui a fait de la théorie et qui l'a montré en piste avec 16 ou 17 titres, c'est Adrien Newey. Oui, Donc- ça, c'est une certitude. Et qui a réussi à négocier chacune des révolutions, on va dire, avec prouesse. Si vous voulez d'ailleurs aller plus loin sur la question de l'intégration d'un moteur dans une Formule 1, je vous conseille de regarder, je sais pas si elle est encore disponible sur Amazon Prime, cette excellente série qui était sortie avant Drive to Survive, qui était consacrée justement au déboire de McLaren. Je crois que c'était saison 2017. Et notamment, il y a une scène lunaire où le moteur Honda vient d'arriver avec des ingénieurs Honda pour l'intégrer la première fois dans la voiture. Honnêtement, c'est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. De management avec le côté japonais avec Honda. Je vous en dis pas plus, c'est une scène qu'il faut absolument voir et qui montre aussi la difficulté d'intégrer un moteur, on va dire, à une monoplace. Les problèmes de cette Aston Martin, Andy Cowell en a parlé lui aussi jeudi en conférence de presse. Il dit, je dirais que nous ne sommes pas satisfaits des performances de la voiture et cela vient aussi d'un problème de corrélation dans le domaine de l'aéro. À notre campus, on utilise la CFD, la soufflerie, et ensuite on construit une voiture à taille réelle et on la met en piste. Comprendre exactement la charge sur chaque essieu, sur un circuit comme Bahreïn qui est extrêmement bosselé par rapport à un circuit rapide et lisse comme ici en Arabie Saoudite, eh bien la réponse aérodynamique change en fonction de chaque circuit. On essaie de la mesurer, mais c'est moins précis bien sûr qu'en soufflerie. Ce genre de déclaration m'énerve dans le sens où le problème est le même pour tout le monde. Il m'explique pas un problème relatif à Aston Martin, il m'explique pas là où ils sont en galère par rapport aux autres. Il explique c'est difficile à faire. On est au courant quand même. Enfin, je veux dire, McLaren a exactement les mêmes problèmes, Ferrari a exactement les mêmes problèmes. La soufflerie n'est pas la piste. Mercedes a pataugé avec ça mais au bien début sûr. de l'ère. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, un problème de décorrélation, mais ça veut juste dire, enfin, si t'as un outil neuf, tu peux pas me dire ça. Dans le sens où les autres, ils ont pas un meilleur outil que toi, du coup, puisque t'as un outil neuf et que t'as mis des millions dedans. C'est pas normal. Donc, t'es en train de m'expliquer que la conception est différente de la réalité. Mais première nouvelle, qui est choqué de ça ? Explique-moi pourquoi Aston Martin ne fonctionne pas. Moi, si j'ai pas d'arrière, j'ai pas d'avant, là c'est sur cette suspension là qu'on a un problème. Là ok, là je sais qu'ils savent où bosser. Mais là si tu m'expliques juste que c'est différent entre la piste et j'ai l'impression que c'est moi qui explique quand j'arrive en retard. J'ai rien à dire, donc je dis juste je me suis pas réveillé, tu vois. Il y a pas une vraie excuse. Donc encore une fois j'ai le sentiment que encore une fois, enfin, il faut respecter ces centaines de personnes qui bossent là-dedans. Mais j'ai l'impression que ça pas où ils vont. Et que Adrian Newey, pour caricaturer le trait, j'ai l'impression qu'il l'a déjà dessiné, cette Aston Martin, parce que c'est la Red Bull de 2023, et pas plus. Parce qu'on avait vu la Green Bull arriver avec l'Aston Martin, qu'elle avait performé, qu'elle avait les mêmes caractéristiques, et que quand les autres ont pris ces virages-là, eux, comme la Mercedes Rose à un moment donné, ne l'ont pas pris. Et que le schéma se répète. Alors, effectivement, avec un aérodynamicien pareil, à l'intérieur, ça va peut-être changer. Mais il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents sur le sujet. Et peut-être qu'au final, un homme, parce qu'on parle beaucoup de Newey, mais un homme derrière, il y en a des centaines qui vont devoir appliquer ce concept. Et notamment Cardillet, comprendre des choses. Qui sera sous la responsabilité d'Adrian Newey. Et enfin, si tu n'as pas le staff autour qui justement fonctionne comme il faut avec les outils qu'il faut, moi j'ai l'impression qu'ils ont tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais que derrière dans l'application ça ne fonctionne pas. J'ai pas l'impression que c'est que Newey qui peut changer ça. Justement, l'application, encore une fois, ça demande des mois de préparation. Tu peux pas arriver en 2026 en disant ok, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ci, moi c'est comme ça que je veux travailler, etc. Je vais prendre deux exemples concrets que l'on a aujourd'hui. Haas, Williams. Ce qui se passe chez Haas, ce qui se passe chez Williams, je n'ai pas la certitude que post-2026 ça fonctionnera. J'ai la certitude par contre qu'ils vont travailler de la meilleure manière, de la manière la plus efficiente pour réussir à partir de 2026, sans la garantie. C'est-à-dire que bien bosser, ça ne te garantit pas le succès. Mal travailler ou mal préparer une réglementation, ça te garantit l'échec. Et là, j'ai l'impression que Aston Martin, on est sur une
malheureusement, alors on est encore tôt, on est quoi? On est au fin avril. Pas encore garantie, mais j'ai la sensation qu'on se dirige vers un échec début 2026 parce qu'il y a eu, ce qu'on disait tout à l'heure, trop de changements, trop de choix qui ont été dictés peut-être par la pression du résultat, dictés par des obligations qui ne sont pas des obligations sportives. Et la sérénité que je vois aujourd'hui chez Williams, alors qu'ils vont potentiellement arrêter le développement. Peut-être que fin 2025, Williams terminera à 50 points d'Aston Martin. On ne sait pas. Ça me semble improbable, mais on ne sait pas. Et bien pourtant, en arrivant début 2026, je sais que chez Williams, le travail qui aura été fait pourra amener à une performance en 2026. Aston aujourd'hui, Et pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez le sentiment que la Haas est foncièrement meilleure que l'Aston Martin? Moi, j'ai l'impression que l'Aston Martin fait partie des dernières forces de ce plateau, les gars. Non, mais Sauber et Aston, quoi. prends le rythme pur. Ouais. En qualification, c'est à peu près la même chose quand même. T'en as un qui passe pas Q1, l'autre qui arrive en Q2, mais qui passera pas Q3. Généralement, ça va être 13-17, 12-15, machin. Haas, ils ont double de points. Il y a l'exécution aussi. T'as le souvenir de voir Aston Martin tenter un truc? Non. Après, j'ai l'impression qu'on se souvient pas parce qu'on les voit pas. En fait, c'est ça, on les voit pas. Mais As, tu les vois pas non plus, mais tu vois la tentative de quelque chose parce qu'à un moment, je sais pas. Moi, j'ai le sentiment que As aujourd'hui a régressé en termes de performance, qu'il y a des moments où ça marche mieux que d'autres, mais par contre, qu'il y a les tentatives, qu'il y a les exécutions, qu'il y a au moment où il se passe ce qui se passe hier, t'as Esteban Ocon qui met des durs, on tente quelque chose. Est-ce que t'as l'impression que t'as une écurie qui subit sa monoplace et que y a pas de stratégie, que ce soit au niveau du board ou que ce soit au niveau de l'exécution. Puis s'il n'y a pas de stratégie, on met la voiture en piste, on voit ce qu'elle donne, et si elle donne rien, tant pis. Et ben si elle donne rien, du coup au bout de 18 mois, on change le board pour essayer d'avoir une nouvelle voiture performante. Il y a juste... Faut pas l'oublier, mais je crois qu'en Australie, sur la voiture de Stroll, là, tu sais, il faudrait que je me remette dedans. C'est bizarre, on a eu que 5 points en Australie. Mais il me semble que justement, il y a une optimisation de la stratégie qui est plutôt avec bonne. La pluie, avec exactement. Mais ça, c'est plus circonstanciel. C'est vrai, je suis oui, genre à l'instant. Ils ont pris attention, bravo. La bonne décision a été prise à ce moment-là, mais c'est aidé par des circonstances de course qui sont des circonstances météorologiques. Pas sur quelque chose de préparé comme la déclaration de Haas en Chine. La déclaration de je ne sais plus qui chez Williams, Albon, je crois, ou Carlos Sainz, je ne sais plus, qui disait à Jeddah, on savait dès le matin que c'est la stratégie qu'on allait c'est la stratégie qu'on allait adopter et que ça allait se dérouler de cette manière. Voilà, ça a été quelque chose de préparé dimanche matin et tu savais que là, l'histoire de Stroll en Arabie Saoudite, en Australie, pardon, c'est un coup de poker à chaud, quoi. Non, c'est pas un coup de poker, c'est un très bon choix pris sur le bon moment, mais c'est pas quelque chose d'anticipé. Et Stroll sait faire ça. On se rappelle, en Hockenheim 2019, il se retrouve en lutte pour le podium, il finit 4, je crois, d'ailleurs. Oui, il finit 4, parce que c'est Vettel, c'est Verstappen, Vettel 4. Mais il finit 4. En Turquie, il fait sa pole et il doit terminer très haut, je sais plus. Mais on sait qu'il sait faire ça. Et d'ailleurs, sans ce Grand Prix d'Australie, Aston Martin, c'est 2 points. C'est-à-dire que, imagine, à circonstances normales, alors peut-être que sur le Grand Prix d'Australie, elle était meilleure, mais je ne le vois pas marquer 8 points. C'est-à-dire terminer 6ème. Donc il y a un petit cache-misère déjà, parce que là sinon, je pense que du coup si t'enlèves ces 8 points-là, Aston Martin sont derniers. Ouais, très clairement. Et c'est ce que Fernando Alonso répète depuis le début de cette saison. Lui parle de dernière force, alors on sait qu'il devient un peu cynique lorsque la voiture n'avance pas. Mais on va justement entrer dans le débat des pilotes, les amis, tout de suite. Juste avant, pour vous préciser, c'est quoi la suite de l'agenda du côté d'Aston Martin. Vous l'avez évoqué, Dan Fallows qui est arrivé fin d'année 2022, qui a construit la voiture qui avait les performances en 2023, a été dans un premier temps placardisé à l'arrivée d'Adrian Newey. Et là, on parle motorsport.com a expliqué il y a une semaine qu'il serait sur le départ. Dan Fallows, qui est assez logique avec les arrivées bien sûr dans le secteur technique. Seul souci, c'est que c'est lui quand même qui a dessiné, si j'ai bien compris, cette voiture, ou alors je suis passé à côté du sujet. Et surtout, il va y avoir un premier package d'amélioration qui pourra arriver à Imola ou à Barcelone. Mais derrière, on l'a bien compris dans les déclarations notamment de Fernando Alonso que l'année pourrait être en tout cas sacrifiée. Parlons des pilotes, les gars. On a parlé de ce projet, j'ai bien compris, vous êtes pessimiste, vous avez du mal à y croire, malgré l'arrivée de Honda, malgré l'arrivée d'Adrian Newey et de Cardile. Et s'il y avait l'arrivée de Max Verstappen, est-ce que ça pourrait vous donner un peu plus de sourire ? Juste un mot très rapide sur le motoriste. Moi, Honda, pareil, j'ai aucune certitude que la nouvelle réglementation, elle est tellement critiquée et tellement particulière
que on entend Mercedes en avance. Aujourd'hui, je ne sais pas qui réussira à prendre ce virage, qui ne réussira pas. Donc on peut aussi être dans un scénario catastrophe où Honda aussi de son côté se rate. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse qu'on a fait le débat la semaine dernière sur le sujet, vous savez, du V10. On s'est un peu emporté, on a été pris un peu par le charme et voilà, le côté passion et émotion. Exactement. Vendredi, samedi, dimanche, Grand Prix. Très bien décrit ici même. Le débat a continué cette semaine du côté de l'Arabie Saoudite. On pensait qu'il avait été enterré avec cette réunion de la FIA, mais ce débat continue et le sujet n'est absolument pas clos. Les gars, parlons des pilotes. Les pilotes sont-ils cuits? Fernando Alonso est-il cuit? Comme ça. Mais c'est la vraie question à se poser. Alonso, il y a des erreurs quand même, faut pas l'oublier. Pas oublier ce qui s'est passé à Melbourne, pas oublier ce qui s'est passé aussi à Shanghai, notamment c'était en qualif qu'il se sort, je crois, à Shanghai, si je dis pas de bêtises, ou en essai, je sais plus. Le pessimisme d'un pilote à 0 points après 5 courses, il commence à devenir de plus en plus sarcastique et on sait ce que ça veut dire dans le langage de Fernando Alonso. Par contre, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans la réalisation et on n'a pas vu que, c'est mon avis personnel, vous me direz le vôtre, à Suzuka ou à Jeddah, il a été absolument prodigieux. Il avait terminé à la porte des points, mais il a en tout cas maximisé le potentiel de cette voiture. Poser la question aussi également de Lance Stroll qui marque 100% des points de son équipe. Mais on l'a dit sur ce plateau depuis quelques années, on se pose encore la question de sa légitimité en Formule 1. Et puis surtout, il y a eu la bombe de la Gazzetta dello Sport, c'est sorti vendredi, qui annonce une proposition de contrat de 3 ans pour Verstappen, moyennant 264 millions sur l'ensemble bien sûr du contrat. Et cette question, est-ce qu'Aston Martin peut convaincre Max Verstappen de rejoindre ses rangs, sans doute pas en 2026 parce que Fernando Alonso a encore son contrat, mais sans doute en 2027, potentiellement en 2027, là où il y a une ouverture et potentiellement un baquet disponible dans l'écurie. Qu'est-ce que vous pensez, les gars? Parlons peut-être, avant d'évoquer la rumeur Max Verstappen, parlons de la situation des deux pilotes, Fernando Alonso, Lance Stroll. Est-ce qu'il est en pré-retraite, Fernando Alonso? C'est une vraie question. Il est en hibernation, c'est pas pareil. C'est ça, ouais. C'est-à-dire le que jour où on aura la voiture, voilà. T'inquiète pas que ce qu'on a vu début 2023 et comme tout champion, l'odeur de la victoire. Et comme tout champion. Je dis ça pour damer le pion Bien sûr. à tout ce qui se dit sur Hamilton, par exemple. C'est que Hamilton, il retrouve une voiture capable. Il n'a plus de preuves à faire. Ni Alonso, ni Hamilton, ni qui que ce soit. D'ailleurs, la voiture, elle fonctionne pas. Verstappen, il est dans une phase où la voiture, elle fonctionne pas, mais il peut quand même, tu vois, les titiller des victoires et du coup, lutter pour le championnat. Il n'y a rien à lutter dans la Aston Martin. Hein. Donc, il fait des erreurs. Est-ce que c'est lié à l'âge? Je trouve que ce serait, au vu des monoplaces actuelles, je trouve que ce serait un parallèle débile dans le sens où C'est l'épave surtout qui conduit. Enfin, je sais voilà. pas, Et puis, en fait, tu vas pas me dire qu'en 1 an et demi, il a eu une décrépitude. Il est devenu sénile en 1 an et demi, tu vois. Autant il serait en décroissance permanente depuis des années. Je veux bien, mais je vois pas que ce soit lié à ça. Je pense que c'est une hibernation en attendant d'avoir quelque chose à faire avec cette voiture et que concrètement il nous fait une Raikkonen, il respecte son contrat et le jour où la voiture elle marchera, vous allez voir un pilote quoi. Mais vous le trouvez démobilisé en parlant d'hibernation, vous le trouvez un peu démobilisé Fernando Alonso sur cette dernière course? Moi je sais pas, je te dis à Jeddah avec le matos dont il dispose. Ah, mais il fait le travail parce que c'est un racer. Mais il sait qu'il est pas là pour ça, il est là pour l'année prochaine. Et si l'année prochaine elle marche pas, il s'en va et puis voilà. Enfin, cet été il aura 44 ans Alonso. Ouais, donc c'est la réalité. C'est plus de l'entretien. Enfin, c'est dur, mais c'est un pilote qui s'entretient en attendant de retrouver. Ça fait 20 ans qu'il s'entretient. En attendant de retrouver à jogger le soir. Mais non, mais en attendant de retrouver les sommets, si jamais on lui donne la possibilité d'eux. Mais effectivement, je suis pas sûr que ce soit un pilote qui soit motivé par le fait de se battre même pour rentrer à Q3 ou pour aller chercher. Là, il fait 11e place. Ça doit être frustrant. Alors évidemment que encore une fois l'esprit qu'il a, l'esprit de compétition, comme la Red Bull, l'esprit de compétition qu'il a de racer, ça ne le quittera jamais. Et probablement qu'après la F1 il ira faire autre chose. Je pense forcément à l'Indy, peut-être revenir sur le 500 miles d'Indianapolis, mais c'est quelque chose. Je suis pas en train de te dire que il roule, il s'en fiche de ce qui arrive. Voilà, à chaque fois qu'il est derrière le volant, son but c'est de faire le meilleur possible. Mais encore une fois, quand tu vois les déclarations, c'est pas le pilote aussi impliqué que ce que tu peux voir sur le body language, sur ce qu'il dégage encore une fois de ses déclarations aux médias. On a connu un Alonso plus vindicatif quand lui déjà n'avait plus de motivation
parce que la monoplace ne lui permettait pas, qu'il était en fin de projet. Mais là, le fait d'avoir ce projet 2026, ça le maintient en éveil. Donc on verra. Il y a une déclaration intéressante et c'était dans. Mais je pense que tu as plus de chances de performer 2026 avec Alonso qu'avec Stroll. Enfin voilà. Je pense aussi. Waouh. Non mais tu mets les pieds dans le plat. On y va parce que 44 ans, parce que sinon c'est compliqué. Oui, voilà, c'est le fameux argument. Aujourd'hui, encore une fois, Alonso Verstappen, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Ah mais bon, bref. Et les deux aussi. Mais franchement, les deux aimeraient bien. Franchement, t'as envie de les voir dans une voiture qui marche pas? Ah bah non, mais je sais pourquoi ça ne marcherait pas. Ce sera pas le problème du pilote. Parce que là, tu sais, ce qu'on dit d'habitude, ce qu'on disait chez Alpine avec Alonso et Ocon, l'un des meilleurs line-up, le fait d'avoir deux pilotes aussi compétitifs fait que si ça ne marche pas, c'est la voiture. Là, je pense que tu peux pas avoir deux pilotes Alonso Verstappen de ce calibre-là avec une épave. Ça paraît difficile. C'est que potentiel. En fait, tu peux pas avoir meilleur feedback, tu peux pas avoir meilleur retour, tu peux pas avoir meilleur pilote. Alors après tu peux pas avoir autant de claques dans le motorhome que là aussi. Hein. Peut-être que c'est ce qu'il faut pour rêver. Regardez la déclaration justement de Fernando Alonso. Il y a eu un sujet qui a été fait dans l'émission La Grille qui précède le Grand Prix sur Canal+. Et justement, le sujet a été tourné autour d'Aston Martin, autour de la motivation aussi et de l'avenir de Fernando Alonso. Il dit: mon contrat s'étend bien plus loin que ma carrière de pilote, je vais rester encore longtemps dans cette équipe dans un rôle différent. Si nous pouvons remporter un championnat même lorsque je ne serai plus au volant, je resterai très fier de notre projet. J'aimerais être le coéquipier de Max, mais je pense que c'est improbable, vraiment très improbable. C'est quoi la part C'est quoi la part de communication dans cette déclaration? Parce que franchement... Non, mais Alonso, je crois pas un mot de ce qui sort de sa bouche quand il est en mode communicant. Non, mais par contre, c'est vrai, il a signé un contrat d'ambassadeur, Fernando Alonso. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'il va toucher un chécos énorme, peu importe ce qui se passe. Oui. C'est qu'en soi, il va rester... C'est pas ce qui le motive. Ah bah non. Ah mais on parle même d'un job un peu à la Niki Lauda au sein d'Aston Martin pour Fernando Alonso. Pareil, ça aussi, j'y crois pas. Pour Coach Hélène. Ça aussi, j'y crois pas trop. Je pense qu'après sa carrière en Formule 1, Alonso, on le verra encore en piste. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Catégorie. Mais quand il va se confronter à mais vous voulez pas que je roule sur Tenmark, là il va casser le contrat. Après tu peux rouler sur le magnifique V12 de la Valkyrie qui lui ferait très plaisir je pense, et en même temps faire quelques piges sur les grands prix pour accompagner les pilotes. Ouais, mais le truc c'est que si demain Aston Martin le met dehors, en fait Fernando Alonso sur le marché, ça reste un talent phénoménal pour n'importe quelle écurie de n'importe quelle discipline. À l'exception peut-être du rallye, voilà. Mais endurance, Alonso disponible, je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent potentiellement se jeter dessus. À mon avis. Sauf Toyota. Donc, encore une fois... je suis très mal fini. Il parle d'Honda, mais non, effectivement, oui. Donc, moi, Fernando Alonso, j'attends de voir 2026. Et puis après, sur la cohabitation avec Verstappen, oui, le fantasme, voilà, encore une fois, j'ai toujours défendu. Je me souviens d'une émission à l'époque du confinement où je défendais l'idée d'avoir deux pilotes numéro 1 dans une écurie parce que. Ouais, mais on voyait plus Alonso chez Red Bull que Verstappen chez Aston Martin. Oui, dans ce cas de figure-là, ouais, complètement. Enfin, pas en 2020, en 2023 d'ailleurs. Il y a une chance où c'est vraiment un fantasme collectif, le fait que Max Verstappen puisse quitter Red Bull et accepter cette fameuse proposition en or d'Aston Martin. Pour moi, c'est un fantasme. Ouais, je crois de moins en moins déjà au fait que il y a une éviction de Lance Stroll quelconque, même pour un autre projet. Je pense qu'il sera dans ce baquet-là vitam aeternam. En fait, t'as déjà entendu une critique? Record d'élimination en Q1. T'as déjà entendu quelque chose qui pouvait faire dire que peut-être, à part si c'est son choix à lui, et encore, je vois presque bloqué de son choix par son propre père. Mais du coup, si la voiture est performante en 2026, Alonso voudra rester. Et du coup, si la voiture n'est pas performante en 2026, Verstappen ne voudra pas venir. Donc je vois pas comment c'est jouable. C'est là où il y a embouteillage. Après moi tu sais il y a quand même un truc, Aston Martin c'est une marque qui était au bord du gouffre il y a quelques années, qui a été repris par Lawrence Stroll, mais pas seul, qui a été repris avec d'autres investisseurs. Je crois qu'il a une 20% dans la marque Aston Martin. C'est lui qui est majoritaire, mais c'est pas lui qui a les pleins pouvoirs. À un moment donné, l'engagement Formule 1 est justifié par le fait de faire du marketing, de faire renaître justement cette marque. Si tu as la possibilité d'aller chercher un Max Verstappen, d'une certaine manière, il y a aussi l'argument marketing. Tu seras beaucoup plus fort en associant Fernando Alonso à Max Verstappen qu'en associant Max Verstappen à Lance Stroll. Ça colle pas à l'image de marque non plus. Hein. L'image de la marque Aston Martin, c'est classe, c'est l'élégance, c'est les grandes marques britanniques comme ça, c'est tout sauf le sport. Hein. C'est des voitures sportives. Bien sûr. C'est que
c'est quand même plutôt la grande classe que Oui, c'est champagne à Silverstone. Quoi. que les insultes dans la radio, si tu veux. Donc, Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on dit souvent, là encore une fois, peut-être qu'on est parfois un peu caricatural sur le pouvoir de Lawrence Stroll qui est monstrueux parce que le chéquier est monstrueux, mais il n'a pas les pleins pouvoirs non plus sur la marque Aston Martin et sur cette écurie Aston Martin. À un moment donné, peut-être que ses actionnaires lui diront ok, Lance, il est sympa, tu me l'envoies au Mans, il fera 2-3 photos et puis on passe à autre chose. Sur mais la alors Formule 1. justement, enfin, en fait, si c'est le cas, sportivement, qui peut contredire le fait qu'il aurait dû être sorti depuis longtemps? Son contrat. Tu connais la fameuse clause du contrat de Lance Stroll, c'est que si Tant qu'il s'appelle Stroll. le pilote champion du monde n'est pas recruté par Aston Martin, automatiquement le contrat Oui, c'est vrai. de Lance Stroll est renouvelé de 1 an. Et parfois il a même doublé. Alors peut-être que justement là, Attends, c'est si le c'est pilote. je donne suis-moi la source, c'est Sportune qui a sorti ça. C'est si il y a le 2 ans. pilote qui est dans l'écurie est En fait, champion du monde. La ou clause, c'est- elle dit, c'est si le meilleur pilote de la saison précédente, donc le champion du monde, ne vient. En fait, grosso modo, ce qui peut faire sauter le contrat de Lance Stroll, c'est si le champion du monde de la saison précédente s'engage avec Aston Martin. Donc Verstappen. Si c'est pas le cas, c'est renouvelé automatiquement d'1 an. J'aimerais avoir ce genre de clause. Mais du coup, ça veut dire que Stroll, il a intérêt à ce que la voiture soit pas bonne. Bah oui. Il a pas Mais intérêt à vous voir vous Max rendez- Verstappen Vous arriver. vous rendez compte du cercle C'est quand même infernal un que ça truc crée assez dingo. C'est catastrophique. C'était comme ça il y a 2 ans. Je sais pas si ça a changé. Je vois pas pourquoi ça aurait Ah bah changé non, en tout mais- cas. Mais s'il a vu le contrat, il a fait oh, putain. Mais vraiment, pour vous relancer plus sérieusement, les gars, on va revenir aux mêmes arguments, mais la présence de Honda, la présence d'Adrian Newey, c'est pas des choses qui peuvent motiver Max Verstappen. Il y a une déclare. Si, Vas-y. en fait, pour moi, c'est. Si tu veux, Aston Martin, c'est le projet, je sais pas, mais c'est l'écurie, avec tout ce qui tourne autour, ce que tu viens de dire, qui, à mes yeux, serait le choix le plus naturel pour Max Verstappen si demain il devait quitter Red Bull. Plus que Mercedes, par exemple. Maintenant, ce qui va davantage motiver Verstappen, c'est la performance. C'est pour ça que fin 2025, Verstappen quitte Red Bull, s'engage ailleurs, j'y crois pas trop. Ouais, non. Je me dis qu'il a Trop plutôt d'inconnus en intérêt, 2026. exactement, Bien sûr. il a plutôt intérêt à rester soit en 2026 chez Red Bull ou même prendre une année sabbatique Ouais. avec ce qui se passe au sein de sa famille. Bien sûr. Pour arriver en 2027, il a une connaissance parfaite de ce qui se passe sur le plateau. Derrière, on sait pas. Ferrari, Hamilton, on sait pas. Oui. T'as Mercedes. On sait pas. Peut-être que demain, il se retrouve sûr. extrêmement Peut-être que les équipes motorisées Mercedes seront performantes. Là, je pense à Williams, mais aussi à Alpine. Mhm. Et il toque à n'importe quelle porte, On lui ouvre les on portes. lui ouvre la Mhm. porte. Donc, Donc en fait, peut-être pas Ferrari. Ferrari, j'attends de voir, moi, encore Hamilton, Leclerc. Leclerc, je pense qu'il est là quand même sur du Bien long sûr. terme. Hamilton, je me dis, si 2026 c'est performant, peut-être qu'on voudra essayer de continuer l'histoire une année de plus. Mais je te rejoins sur toutes les autres structures. Donc, lui, en fait, il a plutôt intérêt à attendre 2027 plutôt que de s'engager, même avec un pont d'or. Alors après, les considérations financières, Ouais. ça, c'est quelque chose que voilà, chacun ses, Il est très chacun bien ses payé choix. chez Red Bull. Hein. Chacun ses choix. Mais 270 millions. ouais, là, c'est... Moi, ça me paraît pas si énorme que ça. Hein. On dit que Lewis C'est Hamilton est à 90 par an. On dit que Lewis Hamilton est à 100 millions chez Ferrari la saison. Donc, Verstappen était le mieux payé avant que. Après, je trouve que Hamilton fasse le marketingement move. parlant, il s'y retrouve plus Ferrari qu'Aston Martin avec Verstappen. Pour moi, il est essentiel la Formule 1, Max Verstappen aujourd'hui. Si t'as Max Verstappen qui quitte la Formule 1, on verra les billetteries des grands prix Oui, c'est vrai. Enfin, Zandvoort, ça va sauter. hein, si Oui, jamais il est voilà, plus- par exemple, oui, ça va déjà. On c'est en le Max sait. Verstappen. Il y a une déclaration qui était intéressante, je voulais pas noter, mais je vous l'ai dit à l'oral. C'est après le Grand Prix de Suzuka, après la dernière victoire de Red Bull et de Max Verstappen au Japon avec un moteur Honda, pardon. Le board d'Honda s'est exprimé. Première information qu'ils ont donnée, oui, Honda aura son mot à dire sur le choix des pilotes au sein d'Aston Martin dès la saison prochaine. On attend de voir, c'est très étonnant. Alonso Honda Et surtout, c'est peut-être dans ce sens-là, t'as raison. on n'a pas oublié. Et la deuxième information qui était donnée, c'était que justement, du côté de chez Honda, il y avait ce doux rêve, fantasme, envie, vous l'appelez comme vous souhaitez, mais qu'il puisse y avoir une autre histoire qui soit écrite avec Max Verstappen, qui est un emblème et un ambassadeur important pour la marque, à voir en tout cas si ça peut avoir une incidence dans la gestion d'Aston Martin. Le swap Stroll-Verstappen. C'est très dur. J'espère que tu sais, il y a une grosse indemnité en plus, tu sais, comme le Ibrahimovic et Eto, même si là, Mais là, les pour le coup, deux mecs c'est vrai, étaient du c'est même vrai que niveau. si jamais il était recruté, du coup, la clause, elle passe, quoi. S'il est champion cette saison. champion du monde cette saison. Ah, ce qui est quand même un énorme si. C'est vrai, ouais. Big if. Big if. En Big 2025. Ah, ok. Je pense Bah, quand même.
Ah non, mais je pensais que Ouais, c'était moi au ironique. début j'ai pris T'étais aussi, ironique et que tu pensais que ouais. Verstappen allait être champion. Ah non, non, je t'ai pris- je t'ai pris au millième aujourd'hui, degré, au début. la meilleure voiture, Ouais, c'est ouais. quand même la McLaren. Donc, Excuse-moi, mais on voit tellement d'appâts à la pêche C'est que vrai. forcément parfois. du coup, je te perds un peu. Voilà les gars, je crois qu'on a à peu près tout dit sur Aston Martin. Les doutes, l'avenir en pointillé et malgré tout quelques belles promesses, la nouvelle usine, le motoriste et puis bien sûr les têtes pensantes de cette équipe. Et pourquoi pas un champion du monde, enfin un autre champion du monde. Pour le moment, c'est quand même parole. C'est vrai, exactement. Et on aimerait bien voir un petit peu plus de faits en piste. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé à cette émission. Petite rêve Formule 1. J'ai parlé de Formule 1, les gars. J'ai pas parlé de WEC, de Formule I, ni de Grand Prix historique. Ce sera ce week-end le Grand Prix historique. Allez voir Brice, allez parler moteurs. Peut-être des plus les bagnoles quand même, je sais pas. Et sonore. Écoutez-le. Nous, on sera derrière notre écran, bien sûr, pour l'écouter, pour profiter de tout ça, passer un bon moment. C'est le dernier grand événement de sport de monoplace, en tout cas en France, le Grand Prix de France historique. C'est quand même un moment important. C'est vrai. Ça prépare et ça lance les choses jusqu'aux 24 heures du Mans qui arriveront bien sûr courant juin. Voilà, vous n'oubliez pas de commenter cette émission voilà, derrière en replay et puis vous pouvez nous écouter bien sûr en podcast si l'envie vous le prend. Allez, c'est bon, je pense que là il faut refermer, on est tous un peu fatigués. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Et Verts. c'est les Verts. Voilà, on pense à Aston Martin. Fernando On ne pense Alonso. que à Aston Martin. Fernand. Ça y est, il a quitté le plateau, notre Lyonnais préféré. Prenez soin de vous, ciao les amis.